Alors, on parle aussi de loi des gaz parfaits quand on parle de la pression, du volume, du nombre de moles et de la température. La constante des gaz parfaits, elle vaut 8,31. Quand on utilise une pression en pascal, un volume en mètres cubes, un nombre de moles en moles et une température en Kelvin. Alors ça, c'est la formule si on veut calculer l'un par rapport à l'autre de manière précise. Mais parfois, on considère juste les variations de l'un par rapport à l'autre. Donc ici, on a des graphiques de la pression, de la pression en fonction du volume. Et on se rend compte que ça donne une hyperbole. Parce qu'en fait, la pression, si elle augmente, si elle augmente, le volume doit diminuer. Ou quand le volume diminue, la pression augmente. Donc c'est ce qui est représenté sur les petits schémas. Alors il y a d'autres variations. Donc on voit que la pression par rapport à la température, donc si on augmente la pression, on augmente la température. Donc la température, c'est une agitation et la pression, c'est le nombre de chocs. Donc si vous augmentez le nombre de chocs, vous augmentez la température ou inversement. Pareil pour le volume, quand vous chauffez quelque chose, ça se dilate. Et donc ces deux-ci augmentent aussi ensemble. Alors, tout ce qui est dynamique, les mouvements, alors il y a des graphiques de position, de vitesse et d'accélération. Donc quand on considère un repos, la position ne change pas. La vitesse est nulle, l'accélération est nulle, ça c'est assez facile. Quand la position augmente, on avance, la vitesse est positive. Et si on avance à vitesse constante, la vitesse ne change pas et l'accélération est nulle. Si on commence à avoir des positions qui vont vers le bas, on recule en fait. La position, on va vers moins. Donc la vitesse est négative. Et si on a une droite sur la position, on a bien une accélération nulle aussi. Pour les accélérations, on peut aller de moins en moins vite quand on va vers l'horizontale. On finit par s'arrêter. Ou aller de plus en plus vite quand on va vers la verticale. On commence à aller vraiment très vite. Donc si on va de moins en moins vite, la vitesse elle est positive si on avance, mais elle arrive à 0 si on freine, tandis que si on accélère, en démarrant, on va partir de 0. Et la vitesse est donc avec une pente positive, et si la vitesse varie, et si on va de plus en plus vite, on a une accélération positive, et si on freine, une accélération négative. Alors quand on recule, on peut aussi aller vers l'arrêt, et donc avoir une vitesse négative, puisqu'on recule, qui va jusqu'à 0. Et quand on recule en accélérant, on a une vitesse 0 au départ, puisqu'on démarre, et elle est de plus en plus négative. Alors pour l'accélération, c'est compliqué. On a de l'accélération positive quand on a 2 moins en fait. Quand on recule en freinant, on va avoir une accélération positive. Les 2 moins vont s'annuler. Et quand on recule en accélérant, là on va avoir une accélération négative. Donc c'est les maths. Si vous avez 2 choses négatives, ça devient positif. Alors, pour ce qui est des calculs, donc les formules étaient déjà ici présentes avant. Donc une position égale à la position initiale, pas de vitesse, pas d'accélération, ça c'était pour le repos. La formule du MRU, c'est qu'une vitesse constante, c'est la variation de la position en fonction du temps. On peut transformer cette formule pour avoir que la variation de position, c'est la vitesse fois le temps. Alors sur des graphiques, la vitesse fois le temps, ça peut être une R en fait. Quand vous faites delta x égale v fois delta t, vous êtes en train de faire une hauteur fois une base. Donc vous faites l'air sous la courbe de la vitesse pour avoir le delta x. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça peut encore servir pour les MRU, même quand la vitesse change. Vous avez de nouveau cette information-ci. Et ici, vous avez un divisé par 2. Donc peut-être que vous avez appris que delta x, c'est at carré sur 2. Et comme le a, c'est la variation de vitesse sur le temps. Et donc on va se retrouver avec un temps au carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces graphiques? C'est que si on cherche une variation de position, il faut aller chercher dans les aires sous les courbes de vitesse. Et donc, quand vous avez ces formules de delta v fois delta t sur 2, delta v, il est ici, c'est la hauteur. Delta t, c'est la base. Et le sur 2, c'est le fait que vous avez l'air d'un triangle sous une pente de vitesse quand vous accélérez.
Alors ça s'extrapole encore si on cherche la variation de vitesse. C'est pareil, sous l'axe de l'accélération, vous allez trouver la variation de vitesse. Donc ça vient de la formule de V égale A fois delta t, qui est une transformation de A égale delta V sur delta t. Vous avez la base, delta t, fois la hauteur, le A, et donc pour un mouvement uniformément accéléré, avec l'accélération qui reste bien constante, si vous cherchez la variation de vitesse sur 1, 2 ou 3 secondes, et vous n'avez qu'à faire A fois delta t, et c'est l'aire d'un rectangle. Alors si on s'amuse à vous donner des mouvements dont l'accélération varie, donc ça c'est pas un MRUA, c'est un MRA, mais vous pouvez continuer à utiliser la même formule, et donc la variation de vitesse sera l'aire d'un triangle, donc la variation d'accélération, la variation du temps, et vous divisez ça par 2 parce que l'accélération n'était pas grande depuis le début. Donc ça, c'est des trucs un peu de forme géométrique, un peu de primaire, qui permettent d'aller plus vite si on cherche des positions, des vitesses au bout d'une certaine série de mouvements qui s'additionnent. Alors faire attention que si jamais on accélère avec une vitesse initiale non nulle, donc si on a une vitesse initiale non nulle et qu'on accélère, dans ce cas-là, il faut faire plusieurs parties. Donc il y a la vitesse initiale, la variation de vitesse. Et donc pour calculer le delta x qu'on a avancé pendant ce temps-là, il y a plusieurs parties. Donc le delta x, c'est V0 fois delta t plus delta v fois delta t sur 2. Et ça, c'était déjà connu auparavant. Jusqu'ici, on faisait at carré sur 2 dans les formules plus classiques, on va dire. Donc ça, c'est notre rectangle, ça, c'est notre triangle supplémentaire. Et parfois, c'est l'inverse, ça descend. Alors les triangles, ici, on les soustrait, puisque la variation de vitesse est négative. Mais c'est toujours des additions de formes. Alors, pour les mouvements à 2 dimensions, donc quand vous avez quelque chose que vous lancez, non plus sur une ligne, mais un peu en l'air, donc vous allez avoir une certaine vitesse et un certain angle. Et donc l'angle et la vitesse vont déterminer ce qu'on appellera la portée horizontale. Donc on peut l'appeler la portée horizontale. Alors la portée va dépendre de la vitesse, mais de la vitesse au carré, donc ça a un effet au carré. Ça va dépendre de l'accélération, donc sur Terre ça ne va pas tellement varier, et de l'angle. Alors pour tous ceux qui tirent au javelot ou à l'arc à flèche en voulant aller loin, le meilleur angle c'est 45 degrés. C'est avec ça qu'on a la plus grande portée. Donc c'est ça qu'on voit toujours dans les films, les gens qui tirent un petit peu à moitié en l'air comme ça. 45 degrés, c'est à moitié en l'air. Parce que la formule de la portée, elle est ici. Donc ça dépend de V carré. Ça diminue avec l'accélération de la planète. Et il y a un sinus 2 alpha. Parfois c'est présenté avec des θ. Mais voilà. Donc ça c'est une formule qui peut être utile. Les mouvements circulaires. Donc quand on a un mouvement circulaire, on a une accélération centripète, une force centripète qui maintient l'objet dans le cercle. Le cercle, il y a un certain rayon. Et on a une vitesse, enfin la tangente à la pointe de la vitesse. Et donc la formule de l'accélération centripète, c'est A, elle dépend de la vitesse au carré aussi, et elle est inversement proportionnelle au rayon. Donc plus vous voulez un rayon petit, plus vous avez besoin d'une accélération grande pour maintenir ce rayon de courbure. Alors on passe dans l'électricité. Alors l'électricité, il y a des circuits qui sont en parallèle, des circuits qui sont en série, parfois c'est mixte. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que quand on est en série, toutes les petites voitures qui vont passer dans le circuit, on va les retrouver partout. Et donc le courant, l'intensité du courant, le nombre de charges qui passent par unité de temps est la même partout. Alors pour mesurer les intensités, les ampèremètres doivent se placer dans le circuit en série, donc au milieu du fil, au milieu du parcours du courant. Pour ce qui est des tensions, dans ce cas-là, ce sera la même partout dans un circuit en parallèle. Donc la force, la pression qui pousse les électrons, quand on a des objets mis en parallèle, ils reçoivent la même force. C'est comme si des mains venaient les pousser de chaque côté de la même façon. Alors pour mesurer des volts, des tensions, le voltmètre doit se mettre en parallèle de l'objet dont on regarde
la tension ici. Voilà, alors avec ces formules-là, on sait déjà se rendre compte que ça ne va pas être la même chose. Et donc, l'intensité du courant dans un circuit en parallèle, il faut vraiment de nouveau travailler avec des voitures. Si vous avez 3 voitures et que vous avez le choix, il y en a une qui va partir en bas et 2 qui va continuer tout droit. Donc les intensités s'additionnent. Donc plus on a de sous-circuits, plus le circuit principal doit fournir d'ampères, parce que l'intensité c'est en ampères, la tension c'est en volts, la puissance ça reste les watts, la résistance ce sont des ohms, et l'intensité donc les ampères. Et donc par contre quand on a des objets en série, les tensions elles s'additionnent, donc la force fournie par le générateur, qu'on peut aussi mesurer avec un voltmètre en parallèle, va se répartir, va être utilisée dans les différents appareils, et toute la tension du circuit nécessaire pour chaque appareil doit être additionnée pour trouver celle générale. Alors les formules pour les résistances, dans les circuits en parallèle, c'est en 1 sur R qu'on peut les additionner, et dans les circuits en série, on les additionne simplement.